Elle veut savoir ce que son fils a encore fait pour mériter un tel traitement. Elle insiste, demande s'il y a eu un incident particulier, mais Bruno se mure dans le silence. Il déclarait qu'il n'a pas envie d'en parler. Germaine, fidèle à sa stratégie de harcèlement maternel affectueux, répétait sa question. Elle veut comprendre le dessous des cartes. Elle propose un petit café pour délier les langues, mais Bruno refuse. Il explique que sa pause est terminée et qu'il doit retourner au travail rapidement. Sa mère, ne voulant pas le laisser partir le ventre vide de secrets ou de nourriture, lui ordonne de prendre un biscuit avant de s'en aller. Elle vante la douceur de ses biscuits comme si c'était le remède miracle à toutes les peines de cœur de la création. Bruno finit par sortir, laissant Germaine seule ouïe ses interrogations et son plumeau qui semble maintenant s'agiter avec une intensité redoublée. Chapitre 4. Plus tard dans la journée, Carole revient à la maison. Elle trouve sa mère encore en train de s'agiter. Carole avoue qu'elle n'arrive pas à dormir, car elle s'inquiète trop pour la situation entre Bruno et Geneviève. Germaine regarde sa fille avec une pointe d'admiration. Elle lui dit qu'elle l'impressionne, car étudier tout en travaillant comme serveuse demande une persévérance hors du commun. Elle se confesse en disant qu'elle est certes biaisée puisqu'il s'agit de sa fille unique, mais que l'homme qui réussira à mettre la main sur elle sera le plus heureux au monde. Germaine se félicitait d'avoir élevé sa fille seule en tant que veuve. Carole tente de tempérer l'enthousiasme maternel, mais Germaine est déjà passée à autre chose. Elle veut savoir ce qu'elle peut faire pour aider son fils Bruno. Carole lui conseille sagement de se mêler de ses propres affaires et de laisser les deux adultes gérer leur rupture par eux-mêmes. C'est à ce moment-là que Grand-Papa émet un nouveau gémissement. Il déclarait qu'il ne se sent pas bien du tout. Germaine, avec son franc-parler habituel, lui rappelle qu'à 92 ans, il est tout à fait normal de ne pas se sentir au sommet de sa forme. Carole s'inquiète davantage et suggère que son grand-père pourrait être réellement malade. Elle propose d'appeler le docteur Lépine. Germaine grimace à cette idée. Elle explique que le docteur Lépine demande 100 $ sous la table pour chaque visite, ce qui commence à faire cher pour un grand-père qui semble plus proche de la sortie que de l'entrée. Elle plaisante même sur le fait que le vieil homme est au moins assuré pour ses funérailles. Carole proteste devant tant de cynisme, mais Germaine finit par céder. Elle accepte d'appeler le médecin, tout en murmurant que tout ce remue-ménage est probablement dû à la mort de la perruche du grand-père, qu'il a retrouvé sans vie le matin même. Pour Germaine, la tristesse du vieillard est contagieuse et se transforme en mots imaginaires. Chapitre 5. L'ambiance dans la maison Lebrun devient électrique à l'approche de la visite médicale. Germaine s'agite de plus belle, rangeant des objets qui sont déjà parfaitement alignés. Elle se plaint du prix des médecins, affirmant que le docteur Lépine s'enrichit sur le dos des pauvres gens. Cependant, elle ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de nervosité. Le docteur finit par arriver, sacoche en main et air grave. Germaine l'accueille avec une hospitalité un peu brusque. Elle lui indique le salon où Grand-Papa attend, et l'air plus abattu que jamais. Germaine ne peut s'empêcher d'intervenir durant l'examen. Elle commente chaque geste du docteur, offrant des diagnostics bases sur sa propre expérience de vie. Elle raconte au médecin que Grand-Papa souffre d'une douleur qui part des épaules et descend tout le long de la colonne vertébrale. Le docteur essaie de rester professionnel, mais Germaine est une force de la nature difficile à ignorer. Elle demande si les tests vont coûter cher et si le vieil homme va bientôt rejoindre sa perruche au ciel. Carole, gênée, tente de calmer sa mère, mais Germaine est lancée. Elle explique au docteur que Grand-Papa est prêt à mourir et que cela devrait être règle pour vendredi. Le médecin finit par demander des échantillons de sel et des urines pour des tests plus approfondis. Germaine traduit cela à sa façon pour Grand-Papa, lui criant dans l'oreille que le docteur veut ses sous-vêtements. La situation devient absurde lorsque le médecin tente de prendre la température rectale du vieil homme. Germaine propose son aide avec un enthousiasme suspect. Elle s'approche de Grand-Papa et lui dit avec un sourire malicieux que le docteur a une petite surprise pour lui. Carole se prend la tête à deux mains, se demandant comment elle a pu atterrir dans une famille aussi excentrique. Chapitre 6.
Après le départ du docteur Lépine, Germaine est d'une humeur massacrante. Elle peste contre les frais médicaux et l'état de santé de son beau-père. Elle se dirige vers la cuisine pour se faire un café noir bien fort. Elle crie à Grand-Papa qu'il ressemble à une grosse pomme au caramel dans son fauteuil. La tension monte d'un cran lorsque Germaine réalise que certains objets ont disparu durant la cohue de la visite médicale. Elle cherche partout, accusant presque le docteur d'avoir subtilisé quelque chose. Carole essaie de lui faire entendre raison, mais Germaine est convaincue qu'il y a un complot. Elle s'assoit enfin un instant, essoufflée par tant d'activités. Elle regarde Carole et lui demande si elle a vu ses livres de psychologie. Carole répond qu'elle les avait laissés sur le fauteuil de Grand-Papa. Germaine s'exclame que c'est pour cela que le vieil homme ne comprend rien, il est assis sur la connaissance. Elle rit de sa propre blague, retrouvant un peu de sa bonne humeur habituelle. Elle décide qu'elle doit faire quelque chose pour aider Bruno et Geneviève, malgré les avertissements de sa fille. Elle se voit déjà en leader, en médiateur de talent capable de résoudre les conflits les plus complexes. Carole lui fait promettre de ne pas intervenir, mais Germaine croise les doigts derrière son dos. Elle se dit qu'elle ne peut pas rester sans rien faire alors que son fils souffre. Elle imagine déjà un plan infaillible pour réconcilier les deux amoureux, un plan qui implique forcément des biscuits et une bonne dose des intrusions maternelles. Elle se prépare mentalement à sa prochaine mission, ignorant superbement les soupirs de découragement de sa fille qui sait parfaitement que sa mère ne tiendra jamais sa promesse de discrétion. Chapitre 7. La détermination de Germaine ne faiblit pas. Le lendemain matin, elle prépare un plateau de biscuits tout chauds, qu'elle appelle ses pâtes douces. Elle attend de pied ferme l'arrivée de Geneviève, qu'elle a invitée sous un faux prétexte. Lorsque la jeune femme franchit le seuil, Germaine l'accueille avec un sourire qui ressemble à un piège. Elle lui tend immédiatement un biscuit en lui disant de le tremper dans son café. Geneviève, un peu perdue, acceptait l'offrande. Germaine attaque alors sans détour, demandant à la jeune femme pourquoi elle torture son pauvre fils Bruno. Geneviève est prise au dépourvu. Elle essaie d'expliquer que Bruno a fait quelque chose de blessant, mais Germaine lui coupe la parole. Elle affirme que Geneviève devrait s'excuser et que c'est la seule bonne attitude à adopter. Geneviève, poussée à bout par l'arrogance de sa future ex-belle-mère, explose. Elle déclarait qu'elle est désolée de l'avoir rencontré, désolée d'être tombée amoureuse de Bruno, mais surtout désolée qu'ils doivent vivre avec une mère aussi dominante que Germaine. Le choc est brutal pour la matriarche, qui ne s'attendait pas à une telle résistance. C'est à ce moment précis que Bruno entre dans la cuisine. Geneviève se tourne vers lui et lui lance qu'elle espère qu'ils seront très heureux ensemble, sa mère et lui. Elle annonce alors solennellement qu'elle casse. Bruno est anéanti. Geneviève quitte la maison en claquant la porte, laissant un silence de mort derrière elle. Germaine, loin de se démonter, tente de minimiser la situation en disant à son fils qu'il a bien fait de la flasher. Mais Bruno n'est pas d'accord. Il révélait que c'est lui qui ne voulait plus vivre avec Geneviève parce qu'elle insistait pour qu'ils emménagent ensemble, loin de sa mère. Chapitre 8. La révélation de Bruno provoque un véritable séisme chez Germaine. Elle ne peut concevoir que son fils de 33 ans puisse vouloir quitter le nid familial. Elle s'exclame qu'il est bien trop jeune pour voler de ses propres ailes. Bruno, exaspéré, lui rappelle son âge, mais pour Germaine, un fils reste un enfant, même s'il a des poils au menton. Elle crie qu'elle est sa mère et qu'elle a le droit de s'impliquer. Bruno finit par s'enfuir dans sa chambre, laissant Germaine seule avec sa colère et son incompréhension. Elle se tourne vers Carole, qui assiste à toute la scène, et tente de trouver une alliée. Carole, fidèle à sa formation en psychologie, reste neutre. Elle rappelle à sa mère qu'elle l'avait prévenue de ne pas intervenir. Germaine boude, affirmant qu'elle ne faisait qu'aider. Elle change brusquement de sujet pour parler du rendez-vous de Carole, qu'elle qualifie de désastre. Carole soupire, avouant qu'elle ne reverra plus le jeune homme en question. Germaine se félicitait de cette issue, affirmant que tous les hommes sont des pervertis qui ne cherchent qu'une seule chose. Elle se lance dans une longue tirade sur les dangers de la séduction masculine, citant des exemples plus ou moins farfelus de son propre passé.
La conversation dérive alors sur Madame Dufour, une voisine dont la fille Barbara vient de se trouver un nouveau prospect. Germaine se moque de ce gentleman qui, selon elle, n'est qu'un niqueur déguisé. Elle explique à sa fille et à son amie Margot, qui vient d'y arriver pour le café, la différence entre un homme poli et un prédateur sexuel. Elle raconte alors une anecdote croustillante sur une séance de cinéma avec Margot, où un homme assis à côté d'elles avait eu un comportement très déplacé. Germaine finit par sortir un pistolet taser de son sac, affirmant qu'elle ne sort jamais sans sa protection. Margot et Carole se regardent avec inquiétude, se demandant jusqu'où l'excentricité de Germaine peut aller. Chapitre 3. Le docteur et la chouette. La tension dans la demeure des Lebrun était palpable, ou du moins, elle était pour Carole, qui arpentait le corridor avec l'anxiété d'une interne en première année de médecine. Germaine, de son côté, rangeait la vaisselle avec une détermination féroce, faisant s'entrechoquer les assiettes dans un vacarme qui suggérait que si la mort osait frapper à sa porte ce matin-là, elle recevait dès abord un coup de torchon mouillé derrière les oreilles avant même d'y avoir pu décliner son identité. Grandpapa continuait de gémir depuis sa chambre. C'étaient des sons étranges, un mélange de sifflements et de râles qui ressemblait plus à un vieux moteur de tracteur refusant de démarrer par un matin de gel intense qu'à une véritable agonie tragique. « Prends pas de chance, maman », insista Carole en bousculant les pensées de sa mère qui semblait perdue dans l'inspection d'une fourchette mal rincée. Il devrait appeler le docteur Lépine. Il n'a pas l'air dans son état normal. Le docteur Lépine, répéta Germaine en s'arrêtant net, une assiette de porcelaine en suspens. Est-ce que tu sais seulement combien il charge, celui-là? Il demande 100 piastres de la chouette, et tout ça en dessous de la table, bien entendu, sans facture ni merci. Il revient cher, le grand-père, si on commence à inviter la médecine privée dans notre salon chaque fois qu'il a un petit gaz de travers. Maman, ce n'est vraiment pas le moment de compter les sous, s'indigna Carole, les mains sur les hanches. On parle de sa santé. De toute chance, ajouta Germaine avec un pragmatisme qui frisait le cynisme le plus pur, au moins il est assuré pour ses funérailles. On ne perdra pas tout dans l'affaire et s'il décide de nous lâcher entre deux visites. C'est ce qu'on appelle une saine gestion des risques. Maman, s'écria Carole, horrifiée par le manque de tact légendaire de sa génitrice. Tu es d'une froideur incroyable. D'accord, je vais l'appeler, ton docteur Lépine, concéda Germaine en jetant son torchon sur le rebord de l'évier. Mais je te le dis, tout ça, ce n'est pas la faute de ses artères, c'est à cause de sa mordue perruche. Quoi, sa perruche? Demanda Carole, totalement confuse. Quel rapport? Oui, il l'a trouvée raide morte dans sa cage ce matin. C'est ça, il doit être triste, le pauvre vieux. Qu'est-ce que tu veux, à cet âge-là, une perruche morte, et il est persuadé qu'il est le prochain sur la liste des départs imminents. Il fait une fixation. Avec un peu de chance, il attendra au moins que le docteur soit payé avant de passer l'arme à gauche. Quelques instants plus tard, le docteur Lépine faisait une entrée remarquée. Il portait sa mallette de cuir noir usé comme un bouclier et affichait un air de professionnalisme fatigué, celui des hommes qui ont vu trop de maladies et pas assez de vacances. À peine avait-il franchi le seuil de la cuisine que Germaine l'intercepta, non pas pour l'orienter vers le patient, mais pour lui exposer son propre dossier médical. « Oh, docteur, quel bon vent vous amène, enfin façon de parler, dit-elle en se massant le bas du dos avec une grimace et une exagération théâtrale. Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend tout le long de la colonne, comme un courant électrique qui aurait décidé de faire du camping dans mes vertèbres.